C'est l'heure de notre second débat consacré au bilan du mouvement MeToo, notamment dans le monde politique. L'affaire Damien Abad ne fait plus la une de l'actualité. La justice n'a pas ouvert d'enquête en l'état, mais cette affaire continue d'empoisonner la campagne de la majorité présidentielle. Le rappel des faits pour commencer avec Jérôme Rabier. Tout juste nommé, le gouvernement d'Elisabeth Borne a tout de suite été placé sur la défensive. Mediapart dévoilait dès le lendemain de l'annonce du gouvernement que Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, a fait l'objet de signalements pour des faits présumés de viol sur 2 femmes. L'ancien président du groupe LR à l'Assemblée, censé être une prise de guerre de la Macronie, a dû prendre la parole sur ces faits, réfutant tout acte non consenti. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain. Mais l'affaire a mis tout le gouvernement sous pression. Elisabeth Borne a dû s'en expliquer sur le terrain, tout comme la nouvelle porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. La justice qui a classé une des 2 affaires en 2017 et qui, en l'état, n'ouvrira pas de nouvelle enquête, faute d'avoir pu identifier la seconde victime présumée qui veut rester anonyme. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, qui a recueilli puis signalé les faits aux partis LR et LREM, et enfin à la justice, dénonce un double discours du gouvernement sur ce sujet. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a dit qu'elle encourageait la libération de la parole, et pour autant, il décide de conserver un homme accusé de viol. C'est extrêmement grave. Damien Abad est pour l'instant maintenu au gouvernement, mais de façon plutôt discrète, sans intervention médiatique. Il reste également le candidat de la majorité dans la 5e circonscription de l'Ain. En cas de défaite, il serait alors contraint de démissionner, enlevant une épine du pied à l'exécutif. Mais en cas de victoire, son maintien ou non au gouvernement relèvera d'un vrai choix politique. Le bilan du mouvement MeToo en politique, voilà le thème du débat que je vous propose tout de suite avec Mélanie Vogel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice écologiste des Françaises et des Français de l'étranger. Julia Foyce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, présentatrice de l'émission Pas son genre sur France Inter et auteur de Je suis une sur 2, publié aux éditions Flammarion. Sabine Procoris, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, psychanalyste, auteur du Mirage MeToo. C'est publié aux éditions Le Cherche Midi, et Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Laetitia, alors on va commencer, après le reportage qui rappelait les faits de cette affaire Damien Abad, par vous entendre sur ce thème précis. Mélanie Vogel, vous avez signé, vous avez relayé la pétition de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique qui réclame la démission du ministre. Pourquoi ? Bien parce que on peut plus avoir des personnes accusées de viol en responsabilité politique. Quand on voit en fait la non-réaction du gouvernement, ou plutôt une réaction comme si c'était rien passé en fait, parce que je crois que le but de l'émission c'est de faire un peu de parler du mouvement MeToo. Ils réagissent vraiment comme si on était encore avant ce mouvement. Et d'un côté je les comprends, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, eh bien quand les femmes parlaient et qu'elles dénonçaient des faits de viol, il ne se passait rien. Et en fait on voit qu'ils ont toujours pas compris qu'il s'était passé quelque chose avec MeToo, et qu'en fait on n'en veut plus. On veut plus des violeurs au gouvernement, on veut plus des hommes mis en cause pour viol. Et voilà, et on va pas les lâcher. Et ça va continuer. Et le fait de dire, je trouve ça hallucinant, de dire, il n'a pas été jugé. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il est mis en. Oui, le parquet de Paris n'a pas ouvert d'enquête en l'état. Voilà, très bien. Parce qu'il n'avait pas le vrai prénom de la plaignante, de l'accusatrice. Très bien. Et donc, vous ne pouvez pas l'interroger. Ils nous disent. C'est quand même, il faut se rendre compte de la confusion que c'est. Donc ils nous disent il n'y a que la justice qui peut trancher, comme si c'était la justice qui nommait les ministres. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pas, les juges ne nomment pas les ministres. Moi, j'ai pas été nommée ministre, pas parce que je suis pas présumée innocente. Ok, c'est pour des raisons politiques, parce que j'ai rien à faire politiquement dans ce gouvernement. On a le choix, quand on nomme un gouvernement, de choisir plein de gens. Est-ce qu'on choisit Damien Abad ou est-ce qu'on choisit quelqu'un d'autre ? Je voudrais juste dire une chose. Ce qui est totalement hallucinant, c'est qu'ils nous disent
il n'y a que la justice qui peut trancher, mais en fait, c'est les électeurs et les électrices qui vont décider, quand ils vont voter aux élections législatives, s'ils considèrent que Damien Abad, au fond, est blanchi ou non. Ça, c'est ce que lui a dit. C'est ce que Damien Abad a dit. Il s'en relevait, il s'en remettait effectivement à la décision des électeurs. Julia Foïs, le fait que le parquet de Paris n'ait pas ouvert d'enquête dans cette affaire, est-ce que ça change votre perception ou pas du tout ? Pourquoi ? Du tout. Parce que faut bien comprendre dans quel contexte on se place. On se place dans un contexte où effectivement les femmes parlent, elles ont toujours parlé. On connaît le nombre de femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est plus de 200 000. Le nombre de femmes violées chaque année, c'est 97 000. 10% de plaintes, vous voyez, et c'est ce taux-là reste inchangé, vous voyez le nombre de plaintes qu'on a chaque année en France. À l'arrivée, vous avez 1 à 2% seulement des violeurs qui finissent, ou des viols plutôt, qui finissent condamnés aux assises. Qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Il se passe un taux de classement sans suite qui est hallucinant, qui va bien au-delà des taux de classement sans suite pour d'autres affaires. Et le classement sans suite, c'est quoi ? Ça ne veut pas dire le viol n'a pas eu lieu, ça veut dire on n'a pas suffisamment d'éléments. Question, les a-t-on cherchés ? Fait-on preuve réellement de bonne foi ? Alors moi, dans un monde idéal, j'ai une justice qui fonctionne et j'ai des juges qui sont impartiaux et j'ai des juges qui sont bien formés et qui font correctement leur travail. Hein. En l'état actuel des choses, je prends une autre affaire, l'affaire de Sandra Van Droy face à Luc Besson. Classement sans suite 2 fois. OK. Sauf que dans la procédure, la juge d'instruction a refusé de rencontrer Sandra Van Droy, refusé de confronter Sandra Van Droy à Luc Besson et refusé de confronter Luc Besson à des photos qui avaient été prises le soir même où l'on voit très clairement une ecchymose à l'œil et une lésion anale. Donc le classement sans suite, non, en l'état, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je rejoins complètement ce que dit Mélanie Vogel. Ce que j'entends, c'est que vous ne faites pas vraiment confiance à la justice. Ah ben non. D'accord. Non, mais très bien. Pas en l'état. Okay. Non, pas en l'état. Bien sûr que non. Quand on en est à ces taux-là de condamnation, c'est pas possible. On est à la rue. On est à la rue en France là-dessus. Et comme le disait Mélanie Vogel, est-ce qu'on est sûr que quand on se place 5 ans après le début de MeToo, est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas assez d'hommes et de femmes compétents dans ce pays qui n'auraient pas d'accusation de viol à leur encontre, qu'on pourrait nommer à des portefeuilles ministériels ? Est-ce qu'on pourrait avoir conscience de l'époque ? Sabine Procoris, vous dites que dans cette affaire, l'agenda est grossier. C'est ce que vous avez dit dans une interview à Atlantico. C'est quand même... Ce sont des accusations qui remontent à un certain temps, qui ont en effet... Une des accusatrices avait commencé... Il y a eu 2 plaintes de la première accusatrice, puisqu'elle avait commencé par porter plainte. Mais elle s'est désistée en route, bien que la police l'ait relancée à plusieurs reprises. Et ensuite, la deuxième plainte en 2017 s'est classée sans suite, après enquête, parce que les faits ne sont pas qualifiés suffisamment. Ça, c'est les règles de la justice. Tout justiciable y est soumis. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc oui, l'agenda est grossier parce que c'est quand même un peu étrange. Mais enfin, c'est pas ça le principal, si vous voulez. Mais c'est important. C'est quand même un peu, assez frappant. Je pense que ça n'échappe à personne que du jour où ce monsieur est nommé ministre, hop, voilà que ça sort et qu'on nous explique qu'on ne veut pas de violeurs ou d'accusés de viol au gouvernement. La confusion est en fait, puisque la tribune MeToo politique voulait que tout mis en cause soit écarté d'emblée de la vie politique. C'est la même chose dans MeToo Théâtre, c'est la même chose partout. Ça veut dire quoi ? C'est à partir effectivement d'un des credos, au fond, du mouvement MeToo, c'est-à-dire victime, on vous croit. Autrement dit, à partir du moment où une accusation est formulée, elle vaut preuve. Pour moi, ça ne va pas. Et vous disiez tout à l'heure que ce ne sont pas les juges qui nomment les ministres, mais ce ne sont pas non plus les politiques, n'est-ce pas, qui ont à juger des personnes. Donc oui, c'est à la justice de faire son travail. Si la justice n'a pas ouvert d'enquête, je termine, il n'existe pas encore dans ce pays de plainte sous X. Il existe des témoignages sous X, mais pas de plainte sous X. Donc je termine. Donc oui, je pense que c'est à partir du moment où il n'y a pas de procédure judiciaire ouverte, il n'y a pas de sujet. Mais donc juste votre argumentaire est incomplet. Donc je vous ai laissé terminer, mais vous avez quand même oublié qu'en 2017 déjà, on lui avait reproché les mêmes faits puisqu'il y avait déjà des accusations. Bien sûr. Non, vous dites comme par hasard, ça ressort là parce qu'on l'a nommé ministre. Mais en 2017 déjà, quand il était donc avec François Fillon. Non mais on est d'accord, mais tout ça pour dire qu'une affaire ne sort pas là que maintenant. Elle sort maintenant. Mais si elle est connue par tout le personnel politique, c'est difficile de savoir. Je m'étonne quand même que vous êtes sénatrice. Vous m'avez pas laissé je ne m'ai pas non plus laissé terminer. Je m'étonne qu'une sénatrice élue de la République souhaite en fait que fonctionne dans ce pays, grâce, si on peut dire grâce, ou par l'intermédiaire notamment des médias,
des réseaux sociaux, un système extrajudiciaire. Moi, je suis absolument opposée à cela. Alors, votre réponse... Non, mais parce que c'est une confusion... C'est vous qui êtes dans la confusion. Non, pas du tout. Moi, je ne demande pas à ce que Damien Abad aille en prison sans être jugé. D'accord ? Je ne demande pas à ce qu'il soit condamné. Vous voulez qu'il soit dégagé du gouvernement parce qu'il est accusé. Je ne veux pas qu'il soit ministre parce que la politique, c'est des symboles. Des Damien Abad, il y en a partout, d'accord ? Des hommes accusés de viol, mis en cause pour viol, des viols, il y en a partout. Le fait est que, quand on choisit des ministres, on fait un choix politique, on envoie un signal. Quel signal on choisit ? Est-ce qu'on choisit d'envoyer comme signal Damien Abad, accusé de viol par plusieurs personnes, dont on dit, parce qu'il y a eu des personnes chez les Républicains depuis qui ont parlé, qui ont dit oui, alors j'ai été approché parce qu'il avait des comportements inappropriés avec les femmes, etc. Est-ce qu'on choisit lui ? Ou est-ce qu'on choisit quelqu'un d'autre ? Ça, c'est un choix politique, ça n'a aucun rapport avec la justice. Je ne mets pas en cause la présomption d'innocence. Si, vous la mettez en cause. Pardon, vous la mettez en cause. Vous la mettez en cause puisque le credo de MeToo, c'est victime, on vous croit. Vous mettez en cause la présomption d'innocence. La question, c'est de savoir à quoi ça sert de libérer la parole des femmes. À quoi ça sert Quel est l'objectif de dire aux femmes parlez quand elles parlent? Il ne se passe rien. C'est intéressant que vous disiez dire aux femmes parler, comme si c'était une armée qui devait répondre à vos injonctions. Non, mais c'est pas moi qui leur dis de parler, en fait. C'est MeToo qui dit aux femmes parler. Donc, moi, ce que vous appelez... Non, Jean Castex l'a dit, mais Macron l'a dit aussi, il faut parler, il faut que les femmes parlent. Ça vient plutôt... Ce genre d'injonction vient plutôt du gouvernement. Les féministes ne leur disent pas comme ça. Comme tous les politiques, comme toute la classe politique, est entièrement, je dirais, comment dire ça, à emboîter le pas, au mouvement MeToo sans prendre un instant de distance. Alors, non, sinon Abad ne serait pas au gouvernement. La cause défendue par MeToo est une très bonne cause. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la confusion avec laquelle MeToo défend cette cause est absolument délétère. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre entier là-dessus, parce qu'au début, sur MeToo... Oui, je parle de mirage, parce qu'au début, moi, j'étais absolument partagée sur ce mouvement, parce qu'en effet... Il y a des vraies questions qui sont soulevées. Je suis quand même une féministe plus âgée que vous. Et depuis longtemps, j'étais jeune femme au moment où le viol a été recriminalisé. D'ailleurs, il faut savoir qu'au moment où le viol a été recriminalisé, malheureusement, les verdicts ont été plus cléments. Parce que les jurés, tellement pris dans les préjugés, étaient beaucoup moins sévères que les juges quand c'était en correctionnel. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, oui, bien sûr que les questions sont importantes, mais les logiques du mouvement sont tout à fait... falsificatrice, ne serait-ce que de mettre dans le même sac violence sexuelle et sexiste. Qu'est-ce que vous faites de ce qui se passe, par exemple, dans le collectif 50-50 du cinéma français, où c'est une femme qui accuse une femme, ou dans MeToo Gay, où c'est un homme qui accuse un homme? Est-ce que c'est sexiste? Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Julia Foys, je vous donne la parole. J'ai l'impression d'être interrogée par ma prof, mais je vais vous répondre. Oui. Le contexte, c'est pas... Quand même, reprécisons, encore une fois, replaçons le cas Abad dans un contexte qui est plus général. Moi, ce que dit Mélanie Vogel, j'y souscris à 300%, et toutes les féministes aussi. Il ne s'agit pas d'envoyer Abad en prison. Il s'agit de se dire que le temps que la justice fasse son travail, on puisse considérer qu'il soit dans l'intérêt public et dans l'intérêt de ce gouvernement de le suspendre, de le mettre, à l'écart. Regardez, François de Rugy, il n'y a même pas de mise en cause judiciaire. On considère que pour une histoire de homard, il faut qu'il démissionne. Cahuzac, il est mis en cause, pas accusé. Pour une histoire de détournement de fraude fiscale, il démissionne. Au Modem, c'est pareil. Quand il y a eu les affaires... Cahuzac, il n'a pas démissionné. Oui, mais il l'a fait, mais sans être condamné. Oui, mais sans être condamné. Donc on n'a pas attendu qu'il soit condamné. On l'a fait. Bayrou, de Sarnez... Ils ont dégagé sur l'ouverture d'une enquête. On y reviendra plus tard sur la façon dont le gouvernement Macron effectivement défend ou pas ses ministres. Mais tiens, je vais vous redonner la parole sur un autre argument. Et je voudrais bien vous entendre là-dessus, qui est l'argument qu'a porté Sandrine Rousseau, l'ancienne candidate aux primaires Europe Écologie Les Verts, pour justifier effectivement de mettre à l'écart ou d'appeler à la démission de Damien Abad. Elle parle de principe de précaution. Écoutez-la. La question n'est pas sa démission à lui, mais le fait qu'il soit démis de ses fonctions par principe de précaution. Il y a deux témoignages de femmes qui ne se connaissent pas, qui sont concordants, qui relatent des faits qui sont assez similaires. Et par ailleurs, manifestement, chez les Républicains, il était précédé d'une réputation que plusieurs personnes ont confirmée, plusieurs cadres des Républicains ont confirmé. Donc il y a un principe de précaution qui fait qu'il faut protéger et il faut envoyer un message assez fort aux femmes que leur parole compte.
Julia Foïs, ça sous-entend que Damien Abad est dangereux pour la société ou pour ses collègues. Et donc ça sous-entend qu'il est coupable avant même d'avoir été jugé. C'est un peu ça la difficulté. C'est-à-dire que ce qui est fou dans l'affaire Abad, comme dans toutes ces affaires-là, comme dans toutes ces affaires-là, ce qui est fou, c'est tout le monde savait. Ouais. Quand l'affaire PPDA sort, on se dit tout le monde savait. Là, alors moi, je peux vous dire, chez LR, on se dit tout le monde savait. Pardon, je vais vous donner mon témoignage personnel. J'étais à TF1 pendant 17 ans avec PPDA. Moi, j'ai jamais eu de collègue femme qui soit venue me voir en me disant que Patrick Poivre-d'Armand s'était mal comporté. En revanche, il y avait une réputation de séducteur, de dragueur, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, je vous donne juste, mon témoignage. Il vaut ce qu'il vaut. Hein. Il y en a peut-être eu d'autres qui ont vécu différemment, mais moi, c'est comme ça que je le Si vous voulez, dans présumé innocent, il ne faudrait pas entendre que innocent. Il faudrait aussi entendre présumé. D'accord. Et de la même façon qu'on accorde, évidemment, les institutions françaises, pas nous, une présomption d'innocence, et que c'est comme ça qu'est bâti notre système judiciaire, et c'est tant mieux. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'envoyer Abad en prison avant qu'il ait été jugé. Il serait bon qu'enfin on accorde une présomption de crédibilité aux victimes, là où quand elles parlent, oui, voilà, madame. Non, mais justement, il faut qu'on en parle de ça, c'est très Alors attendez, on vous a beaucoup entendu tout à l'heure, donc je vais laisser Julia Foïs terminer. Pouvoir terminer. La présomption de crédibilité, c'est quoi? C'est simplement de se poser la question. Quel est l'intérêt d'une femme à dire qu'elle a été violée quand ça n'a pas été le cas? C'est quoi son intérêt de mentir? C'est l'argent? Non, certainement pas. Vous savez que quand on porte plainte pour viol, il faut déposer de l'argent en caution, et si la plainte s'avère abusive, elle est encaissée. Donc, l'argent, on n'y est pas. La notoriété, je pense qu'elle se passerait d'une notoriété pareille. Donc, la vraie question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles le font? Mais vous avez raison, l'argument majeur, je crois que ce sont les cas de Rugy, ce sont les cas Bayrou, ce sont les cas des ministres qui ont été écartés. Alors je vais être franc avec nos téléspectateurs, c'est l'objet d'une chronique juste après, donc on y reviendra tout à l'heure. Pardon de mener le débat. Ce que vous venez de dire sur la présomption de crédibilité, c'est exactement l'argument de Laurence Rossignol, la sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat. C'était dans une interview à Libération il y a plusieurs mois, au mois de décembre. Il faut ajouter à la présomption d'innocence une présomption de crédibilité des plaignantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion? Je pense que c'est une absurdité. Mais pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que la parole des femmes, elle a eu tellement de mal à s'exprimer. Elle a été si mal reçue dans des commissariats, dans des gendarmeries pendant des décennies. Donc on peut l'entendre, ça. Naturellement, mais ce n'est pas symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire, la présomption d'innocence? C'est une réserve du droit. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans la Déclaration des droits de l'homme, tout homme est présumé innocent. Mais du point de vue de la loi, tout homme au sens d'être humain, au sens anthropologique, d'accord? Mais au niveau de la loi Guigou de juin 2000 protège la présomption d'innocence dans le cadre d'une procédure pénale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes mis en cause dans une procédure pénale, vous êtes protégé. Votre présomption d'innocence est protégée, même si elle est violée sans arrêt. On l'a vu dans l'affaire Ruggia. D'ailleurs, Fanny Collin a réussi à faire annuler rétrospectivement et les soins psychiatriques délirants qui ont été imposés à Christophe Ruggia, avant même tout jugement, toute expertise, et la garde à vue tout à fait aberrante aussi. Après coup, ça a été déclaré illégal, c'est-à-dire on prétendait rendre la justice en violant la loi pour faire plaisir à MeToo. Deux fois ce terme-là. Mais c'est vrai. Et d'autre part, la présomption d'innocence, ça veut dire que si vous n'êtes pas mis en cause par une procédure pénale, vous ne pouvez pas vous défendre des médias, des réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez engager aucune action, sauf en diffamation ou en dénonciation calomnieuse. On sait ce que c'est et que c'est compliqué. Maintenant, ça veut dire, c'est juste une réserve du droit qui veut dire que tant qu'une personne n'a pas été déclarée coupable par un tribunal, elle est réputée innocente. Ça ne veut pas dire qu'elle est innocente. C'est ça la présomption. Maintenant, la présomption de crédibilité ou la présomption de sincérité, c'est pas symétrique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le slogan MeToo, c'est victime, on vous croit. D'ailleurs, déjà, on dit victime avant même qu'il y ait été des victimes déclarées. Ça veut dire qu'à partir du moment où on parle, c'est l'accusation vaut preuve. Et en plus, la sincérité, je termine, on peut être parfaitement sincère et pour autant se raconter une histoire en revisitant quelque chose qu'on a vécu. Et pour prendre un exemple ailleurs que dans le cas des accusations sexuelles, c'est une chose... Bon, je peux vous dire, moi qui suis psychanalyste, je l'ai vu sans arrêt, ce genre de choses. J'ai vu aussi des femmes violées, effectivement, ou victimes d'inceste ou des hommes. Quelqu'un qui est, par exemple, un jaloux pathologique, vous croyez qu'il n'est pas sincère?
Vous croyez qu'il n'est pas convaincant, qu'il ne croit pas vraiment à ce qu'il dit? Bon. On a entendu cet argument. J'essaye d'équilibrer la parole. Ce qu'il dit soit vrai. Mélanie Vogel, je reste sur cette notion de présomption de crédibilité des plaignantes. Est-ce que vous jugez que c'est important, justement, au regard de l'histoire des plaintes qui n'ont pas été entendues, des plaintes des femmes qui n'ont pas été entendues? Au regard de l'histoire, mais aussi au regard des faits. C'est-à-dire que... De ce qui se passe encore aujourd'hui. Et puis du pourcentage réel de ce que sont les dénonciations calomnieuses. C'est quoi, 3%? Alors c'est 2 à 8%. Il y a peu d'études qui ont été faites sur le sujet, surtout dans les pays anglo-saxons. On est sur 2 à 8%. Et 8%, on inclut les non-lieux et les classements sans suite, etc. Donc en gros, énorme, statistiquement, on sait qu'a priori, quand une femme dit qu'elle a été victime de viol, 95% des fois, elle dit la vérité. Et comme ça a été très bien dit... a raison, parce que franchement, pourquoi on irait dire ça quand c'est pas vrai? Et donc, plein de raisons. Non, vraiment, il y a beaucoup plus de raisons de ne pas le dire. Non. Donc, oui. Ce qui me gêne dans votre démonstration, je vais vous redonner la parole, c'est que vous nous donnez l'impression que vous mettez en doute la parole de ces femmes, d'une manière générale. Pas davantage, je ne la mets pas en doute, c'est-à-dire respecter la parole d'une plaignante quand elle va se plaindre. Oui. C'est absolument essentiel. Ça veut pas dire elle va pas se plaindre, elle va porter plainte. C'est un peu plus technique et un peu moins porter plainte, plaintif. Vous avez raison. Oui. Quand elle va porter plainte, déposer une plainte, bien sûr qu'il faut respecter sa parole, mais respecter, ça ne veut pas dire la croire a priori, ça veut dire l'entendre entièrement avec délicatesse, mais c'est la même chose pour la personne qui le mit en cause. Le mis en cause, il peut mentir, il peut dire vrai aussi. Bon. Mélanie Vogel, je vous laisse terminer. Oui, donc, bon, effectivement, il faut croire les personnes qui disent ça parce qu'à 95% des cas, elles disent la vérité. Et une chose que je voulais dire aussi sur cette histoire de la présomption d'innocence et la condamnation, etc., c'est qu'on a quand même un gros problème en France sur notre définition pénale du viol. Vous savez que la France ne respecte pas ses propres engagements internationaux. La France a signé et ratifié la Convention d'Istanbul qui exige que le viol soit défini par l'absence de consentement. D'accord ? En France, dans le code pénal, malheureusement, ce n'est pas défini comme ça. Il faut, pour qualifier pénalement le viol, qu'on soit en capacité de prouver qu'il y a eu contrainte, menace, violence, surprise. Et donc, même si on est capable de prouver qu'il n'y avait pas de consentement, il n'y aura pas de condamnation. Ce qui est un problème. La France est en violation du droit international de ce point de vue-là. Et donc, tant qu'on n'aura pas corrigé ça, tant qu'on n'aura pas une justice qui fonctionne normalement, de toute façon... Cette histoire d'attendre qu'il y ait des condamnations, même si, et je veux encore le dire, il ne s'agit pas, quand être nommé ministre n'est pas un droit, d'accord ? Ne pas être nommé ministre, ce n'est pas une sanction. Personne n'est ministre ici, on n'a pas été sanctionné, d'accord ? C'est juste qu'on n'a pas été choisi politiquement pour être ministre. Mais on peut aussi mettre fin à la carrière d'un homme politique avec une accusation calomnieuse. Enfin, on va pas... C'est vrai, pas non plus être angélique, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est très rare, ça arrive. Voilà. Et donc, vous savez que... Et après, il faut choisir. Mais alors, moi, c'est quoi le risque qu'on prend ? Est-ce qu'on prend le risque de garder un violeur au gouvernement ? Ou est-ce qu'on prend le risque, et statistiquement, il est très faible. J'ai entendu l'argument. Voilà. Pour le coup, moi, j'aimerais bien qu'on me cite, sur ces 5 dernières années, tous ces innocents accusés à tort et dont la carrière s'est retrouvée brisée et qui se sont retrouvés en tôle pour rien. Petit aparté. Simplement, pareil, si on regarde la situation de la France... Vous parliez de Luc Besson tout à l'heure, la justice considère qu'il est innocent, donc il rentre dans cette catégorie. Bien sûr, mais malgré les arguments que vous donniez tout à l'heure. Mais pour lui dire que rien n'a été brisé pour lui, qu'il continue à travailler et que ah ben non, tout va bien. Si on regarde pareil ce qui se passe à l'étranger, vous avez le maire de Copenhague, il y a 2 ans, qui a été accusé de harcèlement sexuel, qui s'est dit innocent, mais qui a dit « je me retire de la vie politique parce que ces accusations-là vont pourrir la vie politique de la mairie ». Même chose avec le ministre de la Défense britannique, Michael Fallon, en 2017, pour les mêmes raisons, en disant « je suis innocent, mais le temps de la procédure, en fait, je pense que ça risque de perturber légèrement l'action du gouvernement. Donc je me retire ». En France, ça n'arrive jamais. D'accord. On va faire le bilan, Laetitia, avec vous, de ce mouvement MeToo politique. Alors, vous considérez qu'il n'y a pas eu de MeToo politique ? Non, j'ai bien compris qu'on avait tenté de le lancer, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de MeToo politique, comme il y a eu un MeToo, par exemple, à Hollywood, où il y a des réalisateurs connus, des producteurs qui ont été écartés définitivement du système. En politique, non, à part Georges Tron, qui, c'est vrai, a été inculpé, incarcéré à la prison de la Santé. On a eu l'affaire Denis Baupin, 8 femmes qui l'ont accusé de violence ou de viol, et finalement a été classée sans suite. Pourquoi ? Parce qu'il y avait prescription. On a eu Nicolas Hulot, mais c'était après son départ, sa démission du gouvernement. Et cela fait quand même une dizaine d'années que les femmes
parle. Ce n'est pas là, c'est pas les 2 dernières années, ça fait une dizaine d'années. À l'Assemblée nationale, par exemple, il y a eu des pétitions. Il y a même une cellule de veille qui est chargée des violences sexuelles dont seraient victimes les femmes, les députés, les attachés parlementaires, mais les députés sont couverts par leur immunité parlementaire. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment des limites à cette libération de la parole. Bien sûr, dans le sillage de l'affaire DSK, il y a eu beaucoup de femmes qui ont parlé en politique, mais ça n'a été sans aucune conséquence concrète. Et puis, la parole des femmes, on sent qu'elle est encore vraiment contrainte, empêchée. Pourquoi ? Parce que quand on est dans l'ombre, on risque de perdre son job. Et quand on est dans la lumière, il y a tous les obstacles qui se dressent. C'est Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture, qui en parle le mieux. Elle l'a fait à l'automne. Elle a fait plusieurs plateaux de télévision pour parler d'une affaire qui remonte à 2010, qui concerne Jérôme Cahuzac, quand ils étaient tous les deux à l'Assemblée nationale. Écoutez-la. Quand on est l'un et l'autre devenus ministres, moi j'avais alerté François Hollande, j'avais alerté Jean-Marc Ayrault, j'avais alerté un certain Pierre Moscovici. Personne ne me croyait, puisque Jérôme Cahuzac racontait que nous avions eu une histoire ensemble et que c'était moi qui vivais très mal notre prétendue séparation. Donc oui, c'était ça la réalité. À l'époque, François Hollande, président de la République, vous dit « je ne vous crois pas ». Ben, c'est pas lui seul, mais j'ai le souvenir d'une de vos collègues journalistes qui avait écrit dans un de ses livres « Il y a 2 versions de l'histoire ». Et je dis « Mais non, il y en a qu'une version de l'histoire. Il suffit de regarder les chiffres, par exemple, de la réserve parlementaire de la Commission des finances ». Donc, vous voyez, il y a des choses, c'était simplement inaudible parce que de toute façon, les femmes avaient toujours tort dans cette histoire. Elle parle de la réserve parlementaire parce que sa réserve avait été vraiment baissée à la suite de son refus après les avances de Jérôme Cahuzac. Et le problème, elle l'explique très bien, Aurélie Filippetti, c'est que personne ne l'a cru et qu'encore aujourd'hui, il y a un problème dans la parole des femmes qui ne se sont pas visiblement à la même hauteur que celle des hommes en termes de crédibilité. Est-ce que vous diriez que le milieu politique est plus sexiste que les autres ? Non, enfin, il est très sexiste, comme tous les milieux où il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'ego et beaucoup d'hommes. Donc il n'y a pas que la politique, mais c'est vrai qu'il est... Pardon ? Je dis il y a les médias. Il y a aussi les médias, voilà. Non, mais c'est pas le seul. Il l'est en particulier. Voilà. Mais je voulais juste revenir sur. On croit pas. On n'a pas que. Oui, on n'a pas que la parole d'Aurélie Filippetti. Ce qu'on voit quand même, et c'est ce qu'on verra peut-être ça avec Damien Abad, c'est qu'en fait, souvent, c'est vrai, une femme qui parle, ça ne suffit pas. Et puis quand il y en a 10, 15, 20, là ça commence à... Voilà, là on se dit, bon, 20 quand même... comme si une, ça ne suffisait pas. Et moi, je suis convaincue, je ne sais pas si ça va arriver, mais je suis convaincue qu'ici, il y a de nouvelles accusations et qu'en fait, Damien Abad est accusé non pas par 2 personnes, dont une anonyme, mais par 15. Là, on se dira, ouais, non, quand même... 15, c'est ce qu'avait dit Elisabeth Borne. Elle avait dit, je reste vigilante. S'il y a des nouveaux éléments... Je prendrai des mesures. Alors justement, je vous l'ai promise, voilà la chronique de Jonathan Dupriez sur la gestion par Emmanuel Macron de toutes ces affaires. On a un peu l'impression qu'il a, rebonsoir Jonathan, navigué à vue avec les ministres touchés, accusés par ces affaires. Oui, accusé de viol, vous l'avez dit, par 2 femmes. Pourquoi Damien Abad n'a-t-il pas démissionné ? Ça, c'est vraiment une question que beaucoup de Français se sont posées. Et apparemment, Emmanuel Macron, lui aussi, s'est posé la question, puisque ça a suscité un certain embarras quand même au gouvernement. Sauf que la justice ne s'est pas donc saisie de cette affaire. Emmanuel Macron s'en est remis à cela. Et donc, son ministre des Solidarités, n'étant sous le coup d'aucune procédure, il peut rester en poste comme ça, malgré le tollé suscité dans l'opinion. Alors ça, c'est pas sans rappeler un cas similaire. En 2020, l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait lui aussi conservé le soutien du chef de l'État, malgré des accusations de viol et de violences sexuelles. Emmanuel Macron lui-même avait pris la défense de son ministre, je le cite, « À partir du moment où il est accusé, mais pas jugé, il devient en quelque sorte la victime d'un jugement de rue ou de réseaux sociaux », s'était ému le président de la République, dénonçant une démocratie d'opinion. Et Gérald Darmanin avait ensuite été blanchi par la justice. En un sens, Emmanuel Macron applique dans ces 2 cas la jurisprudence. Tant qu'un ministre n'est pas mis en examen, il reste en poste. Oui, c'est ça. Sauf que certains cas n'ont pas du tout obéi à cette logique. Et je prends cet exemple. Sous le quinquennat précédent, on est en 2021, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, il
Il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt par la Cour de justice de la République. Il aurait en fait profité des moyens de son ministère pour régler des comptes avec des magistrats anticorruption quant à certaines anciennes affaires lorsqu'il était avocat lui-même. Donc là encore, Éric Dupond-Moretti, il a été soutenu par Jean Castex et par Emmanuel Macron. Il est donc resté en poste et il vient même donc d'être reconduit à la place Vendôme. Et pourtant, Emmanuel Macron, candidat en 2017, il avait été sans équivoque. Écoutez. Quand même sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. On l'a vu que ça n'a pas eu lieu pour Éric Dupond-Moretti. Et pourtant, d'autres ministres, on l'a évoqué tout à l'heure, ont été débarqués pour moins que ça. Oui, un château Yquem sur la table, quelques homards, de belles réceptions à l'hôtel de la Sey, ça vous dit peut-être quelque chose. On est en 2019 et en pleine crise des Gilets jaunes, vous le voyez à l'écran, paraît un article de Mediapart qui tombe au plus mauvais moment pour le ministre de la Transition écologique. On apprend en fait dans cet article que François de Rugy, il menait une sorte de vie de château lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Une vie de château, bien sûr, aux frais du contribuable. Aucune enquête ne sera pourtant ouverte à la suite de ces révélations, mais le ministre est devenu la risée des réseaux sociaux et de l'opinion et il est donc contraint de démissionner. Donc au final, voilà, après 5 ans de ces polémiques, il y en a eu 14 des ministres qui ont été visés par des affaires, seuls 7 ont démissionné et on comprend toujours pas bien la logique qu'applique Emmanuel Macron à ses ministres, d'autant plus que là on voit que certains ministres qui sont toujours sous le coup d'une enquête, je pense à Olivier Dussopt et à Sébastien Lecornu, ils viennent d'être promus au gouvernement d'Elisabeth Borne. Merci Jonathan pour tous ces détails. Voilà, pardon de nous avoir interrompu tout à l'heure, mais ça permettait de ne pas totalement vider cette rubrique de sa substance. Julia Foïs, vous connaissez ça évidemment très bien. Mais je vous redonne la parole sur ce thème-là, parce qu'il y a une forme, et là on revient à notre thématique du MeToo politique et du bilan d'Emmanuel Macron. Il y a eu une attente en 2017 de votre part notamment. Mais moi j'y ai cru. Mais moi j'ai eu la naïveté de croire quand Emmanuel Macron fait son grand discours pour nous expliquer que ça y est, l'égalité femmes-hommes et surtout enfin lui dit homme-femme, mais bref, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est de la grande cause du quinquennat. J'y ai cru, 48 heures. Assez rapidement, je me suis dit, ça sent pas bon. Et quand, au moment de la mort de Samuel Paty, le tweet présidentiel, c'est « La République est bonne fille, elle ne se laissera pas violer », on se dit, OK, donc, à minima, il n'a rien compris. Au pire, c'est d'un cynisme hallucinant de rappeler à toutes celles qui vont lire ce tweet que si elles ont été violées, c'est qu'elles n'ont pas été bonnes filles. Et donc là, c'était terminé, je n'y ai plus jamais cru. Au-delà de Darmanin, au-delà de tout ça, qui évidemment pose toutes les questions que l'on sait. Moi, la seule question que je me pose aujourd'hui, et que je continue de me poser, en tant que femme, en tant que journaliste, en tant que tout ce que vous voulez, c'est pourquoi c'est si compliqué de croire une femme quand elle dit qu'elle a été violée. Pourquoi c'est beaucoup plus facile de se dire qu'elle ment. Pourquoi c'est plus facile que de se dire que oui, peut-être que cet homme a violé. Qu'est-ce qui se passe en nous pour qu'on ne supporte pas l'idée et que du coup on n'envisage même pas la possibilité qu'elle dise vrai. Qu'est-ce qu'on protège en nous? De quoi on a peur en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que 5 ans après le début de MeToo, on ait toujours la même réaction épidermique, systématique, elle ment? Mais non, je veux dire, pourquoi vous passez, c'est un peu manichéen ce que vous dites, croire ou dire qu'elle ment. Ne pas croire a priori, ça veut dire enquêter dans une procédure pénale équitable, écouter aussi le mis en cause, c'est ça l'état de droit. Excusez-moi. Pour tout justifiable. Ensuite, il y a 2 choses que je voudrais quand même dire. Vous parliez de passer de 1 à 15. Vous aimeriez bien qu'il y en ait 20, finalement, contre Damien Abad. Mais si, je veux dire, vous aimeriez bien parce que ça donnerait raison à l'idée que voilà, moi aussi. C'est facile de dire moi aussi. Non, vous voyez, c'est pas facile. Le passe-passe-ci, c'est très facile. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est facile. Non, vous n'avez absolument pas le droit de dire c'est facile, moi aussi j'ai été violée. Ça, c'est interdit. Vous mélangez, je violais. Non, c'est vous qui mélangez. Non, vous mélangez tout. Non, ça n'est pas facile. Non, c'est tout à fait. Ça n'est pas la même chose de signer une tribune 343 femmes qui ont avorté. C'est facile de dire moi aussi j'ai été violée. C'est facile, madame. T'as cliqué anonymement moi aussi. Oui, c'est facile. Mais enfin, il ne s'agit pas de ça. Il y en a plein qui ne sont pas anonymes. Ensuite, enfin. Mais oui. Mais ensuite, vous voyez, on mélange le viol
un propos déplacé, un regard qu'on a considéré comme un viol. Et donc, voilà, c'est ça votre continuum des violences sexistes et sexuelles. Ça s'appelle un continuum, ça ne veut pas dire que tout est dans tout et tout est pareil, c'est un continuum. C'est faux, le continuum, c'est une erreur de pensée profonde et c'est une erreur psychologique profonde aussi. Je peux vous dire que mes patientes qui ont été violées, j'en ai eu qui ont été violées, qui entendent que Sandra Muller est gravement traumatisée à cause d'une phrase graveleuse prononcée 5 ans auparavant, eh bien, je peux vous dire qu'elle considère ça comme une insulte. Alors, on va rappeler, Sandra Muller, c'est la journaliste qui a lancé en France le mouvement Balance ton Et je termine, l'autre chose que je voulais dire, c'est votre histoire de principe de précaution. Mais c'est quand même quelle humiliation pour les femmes de penser qu'elles doivent être protégées comme si elles étaient sous tutelle. Principe de précaution. Abnous Chalmani a fait dans l'Express hier une excellente tribune là-dessus. Moi, j'ai lu les témoignages de Chloé et Margot. Quand vous lisez ça, vous vous dites, mais quand même, c'est pas sérieux la façon dont c'est dit ça. Et il y en a une qui dit candidement à Libération, ah, mais ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression d'avoir une armée numérique qui croit les femmes. Mais c'est pathétique. Excusez-moi, c'est pathétique et c'est humiliant pour les femmes. Psychanalyste. Oui, moi, psychanalyste. Je me permets et je sais de quoi je parle. Vous pouvez me laisser terminer une phrase ou c'est pas possible? C'est vous qui me laissez pas terminer. Alors Julia Foïs, allez-y, prenez la parole. Donc vous, psychanalyste, vous permettez de remettre en question un travail d'enquête d'1 an et demi fait par une journaliste dont tout le monde reconnaît le travail. Oui, je me permets parfaitement de remettre en question, par exemple, les enquêtes de Marine Turchi. Je sais très bien comment elles fonctionnent. Turquie, il y en a qui disent Turchi, d'autres qui disent Turquie. Alors, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Julia Foïs, qu'est-ce qui vous choque finalement dans les propos que vous venez d'entendre? Parce que je trouve que pour une psychanalyste qui entend des femmes, j'entends des femmes et des hommes aussi. Voilà. En fait, je ne vais pas terminer parce que... Laissez-la terminer, s'il vous plaît. Ça sert à rien. Hein? Allez-y. Qui entend des femmes et des hommes. Merci. Donc, c'est vous qui me donnez la parole. Je vous remercie. Vous dites que je vous coupe. Bref. Je suis très surprise de voir qu'une psychanalyste qui entend des femmes sur son divan ou en fauteuil, peu importe, quand on connaît les statistiques, effectivement, vous en avez entendu plus d'une. Que vous puissiez imaginer qu'on se fasse très plaisir à dire j'ai été violée, me fait dire mais à quel moment vous êtes consciente de ce que... S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de ma phrase. Mais vous me faites dire ce que je n'ai pas dit, alors je vous me permets de rectifier. J'arrête. Bon, non, de toute façon, le débat est quasiment terminé. Simplement, j'ai été victime de viol, d'accord. Je n'ai jamais considéré que ce qu'avait fait Sandra Muller était une insulte à ce que j'avais vécu. Les victimes de viol ne sont pas décérébrées pour autant. Je la remercie d'avoir lancé le mouvement qui a donné ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Oui, bien sûr. La parole a été suffisamment, je l'espère en tout cas, partagée. Merci à toutes d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Je suis une sur deux, Julia Foïs, c'est publié aux éditions Flammarion. Et Sabine Procoris, Le Mirage MeToo, aux éditions Le Cherche Midi. Merci encore une fois d'avoir participé à ce débat.